bonjour, bienvenue dans les Fourrons. Après les circuits sur 2-4 roues, sur la neige, sur l'eau, retour sur la terre ferme, voire même poussiéreuse dans quelques instants à mon avis, pour découvrir une spécialité locale, l'autocross. Au sommaire de moteur cette semaine, la seconde manche du BTCS sur le circuit de Dijon, l'essai d'une Suédoise à la fois élégante et sportive, la Volvo S40 T5, les temps forts du deuxième round FIA GT à Valence et bien sûr la suite du championnat Belcar avec un deuxième affrontement royal à Zolder. Cette semaine, Moteur a donc décidé de partir à la découverte d'une discipline moins connue, mais certainement pas moins spectaculaire, l'autocross. Et quel meilleur terrain que les Fourrons pour s'essayer au volant de l'une de ces machines performantes. Alors, Vivian Drouven, l'autocross ici dans la région des Fourrons, c'est vraiment une institution. Oui, tout à fait. Cela maintenant fait 25 ans plus ou moins que nous organisons. J'ai eu des prédécesseurs auparavant. 25 ans que nous organisons l'autocross à Fourrons dans un but de récolter de l'argent pour l'enseignement francophone à Fourrons. Alors nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous essayons d'ameuter le public via vos médias. Et voilà. Alors, quel est le terrain idéal pour pratiquer l'autocross? Une simple prairie? Une simple prairie, oui et non. Je veux dire, le terrain idéal, c'est en fonction du temps. L'idéal, c'est qu'il ait plu toute la semaine, et alors qu'il ne pleuve pas le jour de l'épreuve. Parce que le jour de l'épreuve, quand il pleut, c'est la catastrophe. Il y a peu, le BTCS, cet autre championnat de Belgique de demi-fond, prenait son spectaculaire envol sur le circuit de Francorchamps. Souvenez-vous, David Loix et Sylvie Delcourt y avaient créé la surprise en imposant à 2 reprises leur BMW M3 Silhouette. Pour la seconde manche de cette compétition, les promoteurs ont décidé de s'exiler sur un circuit au passé très riche, Dijon-Prenois. Un reportage de Vincent Franzen en collaboration avec Stéphane Halleux et Christophe Dubon. 2 semaines après le coup d'envoi à succès des Belgian Touring Car Series à Francorchamps, les organisateurs de cet autre championnat de Belgique d'endurance avaient fixé rendez-vous aux concurrents au cœur de la Bourgogne, sur le très vallonné tracé de Dijon-Prenois. En l'absence de la Jaguar X-Type Silhouette, retenue par le Belcar à Zolder, la lutte allait se circonscrire entre les BMW M3 Silhouette, Porsche 996 GT3 Cup, sans oublier l'Audi A4 Silhouette Light officielle, qui loupait la pole position pour quelques dixièmes de seconde au profit de Stéphane Lemré et Laurent Neff. Ces 2 bolides allaient clairement dominer l'intégralité de ce rendez-vous, la Porsche de Lemré se ménageant une courte avance sur l'Audi de Verberg dès le départ de la première manche. Mais la 4 Silhouette Light ne laissait guère de répit à la 996 GT3 Cup, à tel point que Tim Verberg finissait par prendre le meilleur sur Stéphane Lemré. S'en suivait un superbe mano à mano permettant à la Porsche de reprendre les devants, juste avant que le pilote de l'Audi ne parte à la faute. Verberg n'était pas le seul à éprouver quelques problèmes, comme en témoigne la crevaison de la Porsche de Turco et Franchi. Nettement plus important dans l'optique de la lutte pour le titre, la BMW M3 Silhouette de Sylvie Delcourt et David Loix réintégrait son stand en proie à un souci mécanique. On a eu un problème de tuyau d'huile de boîte qui a cédé et on perdait pas mal d'huile de boîte, donc on a dû arrêter et changer le tuyau. Maintenant c'est malheureux parce que on a perdu plus d'1 quart d'heure ici et sur 1h30, on a quand même continué à rouler pour les points, mais on verra tout à l'heure. À l'issue des ravitaillements, l'avance de la Porsche de Lemré et Neff commençait à se réduire. Jean-François Emroul haussant sérieusement le rythme. Hélas pour le pilote aux anneaux, un incident avec un concurrent moins rapide dans le dernier tour de course le privait une nouvelle fois de victoire. Décidément, je crois qu'on n'arrive pas à gagner les courses cette année. Chaque fois on a le potentiel avec la voiture, avec Tim, avec toute l'équipe pour gagner. Ici, je sais pas, une petite erreur d'appréciation où on ne s'est pas bien compris à quoi doubler. Une polo en plus c'est en compte pour le Belgium Audi Club. C'est la course. On a fait une course magnifique avec Laurent, on s'est dépassé plusieurs fois, on a fait des virages comme sur les bankings, vous savez que j'aime bien côte à côte, mais dernier tour, l'avant-dernier virage. Il n'en fallait pas plus à Laurent Neff pour permettre à la Porsche du Garage Pinot de remporter son premier succès de l'année, une juste récompense après les malheurs de Francorchamps. Dans le dernier virage avant les lignes droites d'arrivée, il est parti en tête à queue. J'ai dû vachement me concentrer et taper dans les freins aussi pour l'éviter. Et puis franchissement de la ligne d'arrivée en tête, alors que pour moi j'étais second, quoi. Donc extraordinaire, génial, une belle course, une belle bagarre, tout y est.
Dans le sillage de la Porsche et de l'Audi, on retrouvait la deuxième 996 GT3 Cup du garage Pignot. Pascal Mathieu et Jean-Claude Woods réussissant une superbe remontée après un accrochage en début de course. Si la M3 Silhouette de Delcourt et Loax clôturait la course très loin dans le classement, Lupin et Corbizier sauvaient l'honneur des BMW en décrochant la 4e place. Un constat qui vaut également pour le trio composé de Hadouche, Eck et Van Heerum qui remportait la classe D, non sans croiser le drapeau à damier au 6e rang. La deuxième manche débutait de nouveau en fanfare pour la Porsche de Stéphane Lemré qui emmenait dans son sillage l'Audi de Emerul, la Porsche de Mathieu et la BMW de Lupin. Parti depuis la 12e ligne de la grille de départ, suite à une fuite d'huile en première manche, Sylvie Delcourt se lançait quant à elle dans une folle remontée, avalant les concurrents les uns après les autres. À l'avant du peloton, la bagarre allait faire rage entre la Porsche et l'Audi. Si la 996 GT3 Cup conservait longuement l'avantage, c'est la 4 Silhouette Light qui avait cette fois le dernier mot, Verberg prenant le meilleur sur Nef. La Porsche, elle était plus vite sur la ligne droite, alors moi c'était obligé de passer dans les virages, mais il a bien fermé la porte, mais il était super correct et c'était une course d'abord très dure, mais aussi très amusante. Je suis content pour l'équipe, pour Audi, qu'on a montré qu'on pouvait gagner encore cette année. À l'issue d'une magistrale remontée, Sylvie Delcourt et David Loax s'offraient à l'arraché le scalp de la Porsche de Mathieu et Woods, ce qui leur valait de clôturer la journée sur la plus petite marche du podium. Prochain rendez-vous du BTCS le samedi 15 mai, sur une plus longue distance cette fois, puisqu'il s'agira de la première édition des 12 heures de Spa. Pour nous aider à juger du potentiel de ces machines à gagner en autocross, Moteur a pu compter sur l'aide d'un pilote qui sait tout faire avec un volant, Jean-Pierre Van de Hoever. Alors Jean-Pierre, l'autocross, c'est une passion pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Tout. C'est vraiment... j'ai eu la chance d'essayer un véhicule qui est quand même hyper performant. C'est tout, c'est la glisse, c'est la façon de voir le terrain, c'est boîte séquentielle. Tout comme une vraie voiture de course, mais à des prix abordables, quoi. Justement, parlez-nous un peu de cet engin, la boîte séquentielle, moteur... Donc le choix technique, c'est le plus intéressant, c'est un moteur de moto, donc automatiquement il y a une boîte séquentielle. Au niveau suspension, il y a vraiment le top, Proflex. Et c'est vraiment le plaisir à l'état pur du pilotage, parce qu'il faut aller vite, même si la voiture glisse, il faut quand même garder une certaine vitesse, donc il ne faut pas trop la freiner, et puis l'association de glisse. On a eu l'habitude, nous, de rouler à l'époque en rallye avec des voitures qui étaient très dures à conduire, donc qui glissaient fort et tout. Les voitures de maintenant sont hyper performantes, mais beaucoup moins amusantes. Et ici, on retrouve vraiment... J'ai fait un tour avec et directement, j'ai eu les sensations idéales et c'est fabuleux. Loin du bruit de la course, retour sur la route. Pour la suite de cette émission, Marc Lacroix a en effet pris pour vous le volant d'une berline suédoise qui compte parmi les best-sellers de cette année, la Volvo S40 T5. En plus d'une esthétique avantageuse, cette version bodybuildée propose une mécanique développant 240 chevaux en voiture. Depuis la reprise en 1999 de sa branche automobile par Ford, Volvo a travaillé dur pour reconstituer une gamme qui aujourd'hui a franchement fière allure. Après le renouvellement de l'ensemble de celle-ci et le lancement d'une nouvelle S60 que nous avions testée voici quelques mois dans Moteur, dans sa bouillante version R de 300 chevaux, la firme de Göteborg lance la remplaçante de la S40. Née en 1996, celle-ci avait doucement commencé à prendre les rides et au moment de lui prévoir une héritière, les responsables de la marque suédoise ont poursuivi sur leur lancée. Ainsi, la nouvelle venue se présente-t-elle très clairement comme une petite S80 ou une petite S60. Ces trois modèles reprennent en effet le même style fluide, fait de cette arrière façon coupée, ou se caractérisant encore par de larges épaulements se terminant par des feux typés qui distinguent les Volvo actuels des autres productions. Si d'aucuns pourront estimer ce choix répétitif, il n'empêche qu'il demeure dynamique et agréable, bref, réussi. L'intérieur ne se veut pas beaucoup plus original, mais avant tout ergonomique et soigné. À ce titre, la S40 n'a rien à envier aux références allemandes. On décèlera cependant une petite touche d'originalité avec cette console centrale extra fine du plus bel effet qui rappelle que les Scandinaves excellent en matière de design minimaliste contemporain. Pour le reste, on notera une surface de chargement bien étudiée avec banquette arrière fractionnable et même un dossier passager avant qui peut se rabattre.
Bien entendu, la vieille tradition Volvo en matière de sécurité est aussi respectée et la S40 est bardée de dispositifs de ce genre, dont les inévitables airbags, rideaux latéraux compris. À terme, 7 moteurs seront disponibles avec au sommet de la pyramide une version T5 qui reçoit le 2,5 litres turbocompressé dans une version 220 chevaux transmis aux roues avant. Accouplée à une boîte 6 d'origine, la T5 peut aussi recevoir la Geartronic de la famille R à 5 rapports et commandes séquentielles. Précisément le modèle que nous avons testé pour vous. Silencieuse et cossue, la S40 T5 jouit surtout d'un comportement sain et rassurant. Pas vraiment une surprise puisqu'elle est développée à partir de l'excellent châssis servant déjà les Ford Focus C-Max et Mazda 2. Les plus sportifs regretteront cependant que seul l'antipatinage soit déconnectable, au contraire du contrôle de trajectoire. En revanche, la direction est très précise et le freinage à l'avenant. Quant au moteur, il répond à la moindre sollicitation de l'accélérateur, mais sa puissance fournie dans une symphonie bien typique aux 5 cylindres déboule de façon linéaire, ce qui altère sensiblement les sensations. Et ce n'est pas la boîte automatique qui arrangera les choses, puisqu'une légère perte est enregistrée au niveau performance. Par exemple, en accomplissant l'exercice du 0 à 100 km/h en 7 secondes 2, ce sont 5 dixièmes de seconde qui s'envolent par rapport à la boîte manuelle. Il n'empêche qu'au bout du compte, nous sommes ici en présence d'un modèle qui s'impose comme une superbe démonstration du savoir-faire et du sérieux affiché par la marque suédoise. Disponible en 2 niveaux de finition à partir de 32 050 €, la S40 T5 est une belle réussite qui en tout cas nous a séduit pour sa ligne, son sérieux, sa rigueur et son indiscutable côté vivant. On fait une courte pause, le temps d'une page de pub et on se retrouve à la campagne pour de l'autocross bien sûr, mais aussi du FIA GT en Espagne ainsi que du Belcar au Limbourg. Bref, un véritable tour d'Europe. À tout de suite. Un maximum de plaisir au volant de quelques-uns des protos les plus performants. Retour en circuit maintenant avec la seconde manche du championnat FIA GT. À Monza, les Ferrari 550 n'avaient laissé que des miettes à la concurrence. La situation allait-elle se répéter sur le circuit plus technique et moins rapide de Valence? Si on savait qu'une Italienne risquait fort de l'emporter, on savait aussi que les pilotes des Salines et autres Lister allaient vendre chèrement leur peau, comme nous le confirme Vincent Franzen. Après la démonstration des Ferrari 550 et 575 Maranello à Monza, on attendait clairement une réaction de la concurrence sur le tracé très technique de Valence. Ce que les chronos des Salines S7R ne faisaient que confirmer, les deux bolides du Conrad Motorsport monopolisant la première ligne de la grille de départ. Mais l'incontestable attraction de Valence était la première apparition cette saison de la Lamborghini Murcielago RGT du Reiter Engineering, un bolide spectaculaire dont le moteur est préparé en Belgique chez Brouwer. Au moment du feu vert, Uwe Alsen propulsait la Saline noire et bleue au commandement de la course. Précédant la deuxième S7R du Conrad Motorsport, deux Ferrari 550 BMW Scuderia Italia et la Lamborghini Murcielago de Peter Cox et Oliver Gavin. Déchaîné, le leader mettait d'emblée plusieurs longueurs entre lui et le reste de la meute, alors que dans son dos, la bagarre faisait rage entre pilotes Ferrari, Matteo Bobbi et Fabrizio Golin, veillant à ne pas laisser filer la Saline de tête. Il ne fallait pas attendre 10 tours pour assister au premier rebondissement de la course avec l'explosion de l'embrayage sur la Saline de Alsen et Bartels qui enregistrait un deuxième abandon précoce en autant de courses. Walter Lechner Jr. en profitait dès lors pour se porter au commandement, le jeune Autrichien conservant un rythme élevé afin de résister au retour des deux Ferrari 550 Maranello, mais aussi de la Lamborghini Murcielago RGT menée à la cravache par un Oliver Gavin déchaîné. Dans le clan Lister, c'était par contre la désolation, John Knapfield adoptant la formule bac à sable pour l'unique dame en noir présente.
imité quelques secondes plus tard par la Ferrari 550 Maranello de Stefano Livio. La première fenêtre de ravitaillement ne plaidait guère en faveur de la Saline de tête qui laissait de précieuses secondes dans l'aventure. De quoi permettre aux Ferrari de Colin Capellari et Bobby Gardel de se retrouver dans le haut du classement, sérieusement menacés par cette satanée Lamborghini, désormais entre les mains du Hollandais volant Peter Cox. Ce dernier réalisait un véritable festival pour se retrouver contre toute attente au commandement de la course avec une dizaine de secondes de marge sur les Ferrari. Et pourtant, ces dernières n'amusaient pas la galerie. La 575 Maranello de Philippe Peter et Fabio Babini s'offrant le luxe de titiller les 550 lauréates à Monza. C'est finalement l'ultime ravitaillement qui allait causer la perte de la Lamborghini, la belle italienne perdant trop de temps dans la pit lane. Reparti le couteau entre les dents, Oliver Gavin s'employait à remonter au classement, prenant notamment la mesure de la Saline rescapée de Walter Lechner Jr. Cette dernière n'allait d'ailleurs pas beaucoup plus loin, un bris de transmission coupant net l'élan du jeune Autrichien à une quinzaine de tours à peine de l'arrivée. Pour ses grands débuts dans le championnat FIA GT 2004, la Murcielago RGT du Reiter Engineering a donc épaté la galerie, enregistrant une solide 3e place finale. Voilà les autres concurrents prévenus. Il faudra désormais compter avec le bolide de Gavin et Cox pour les prochaines courses. À l'issue de tous ces rebondissements, les Ferrari 550 Maranello en ont profité pour réaliser un nouveau doublé. Fabrizio Colin et Luca Capellari prenaient logiquement l'ascendant sur Matteo Bobby et le moins véloce Gabriele Gardel. Deuxième victoire consécutive donc pour le duo italien qui fait déjà le break au championnat. Quant à la bagarre pour la 4e place, c'est l'affairage entre la Lister privée de Jamie Campbell-Walter et la Saline de Thomas Erdos. L'avantage revenant finalement au bolide bleu, plus tranchant en fin de parcours. En NGT, nouveau succès d'une Porsche 996 GT3 RS du Freisinger Motorsport. Sacha Massen et Lucas Lourd devançant la Ferrari 360 Modena de De Simone et Pescatori. Bref, si Ferrari continue de gagner, Lamborghini a tiré un sérieux coup de semonce à Valence, suite de l'affrontement sur le tracé de Magny-Cours. Il est temps maintenant de vous présenter les machines avec lesquelles on fait joujou depuis le début de cette émission avec Jean-Pierre Van der Hoever. Alors, raconte. Fabuleux. J'ai eu la chance de rouler avec les 3 châssis de chez Peters, donc du préparateur, avec 3 motorisations différentes, avec un moteur V8 450 chevaux, 4 roues motrices, avec un moteur Yabusa 210 chevaux et avec un moteur Opel 230 chevaux. Le plaisir est le même partout. Ici, le 4 roues motrices est peut-être un peu moins gai parce que la piste se prête mieux à une 2 roues motrices. Il n'y a pas de relance, c'est tout rapide, mais un plaisir fabuleux. L'avantage du Yabusa, c'est qu'il a une boîte séquentielle. Bon, moteur, boîte, c'est une seule pièce. Les autres, c'est toujours avec des boîtes en H, donc un peu moins amusant. Mais la glisse est omniprésente et c'est quand même ça qui est très gai. Suspensions, ce sont des suspensions Proflex sur tous les mêmes véhicules. Les châssis sont fort similaires, à part sur l'Audi, qui est un peu plus renforcé, puisqu'évidemment, il est plus lourd, 750 kg. Les autres sont entre 400 et 500 kg. C'est le handicap du 4 roues motrices, c'est un peu le poids, quoi. Mais pour le reste, suspension 300 mm de débattement, c'est assez exceptionnel. On arrive face à un trou, la première fois, on se dit il y a une marche. Et quand on est passé, on se dit où est-elle? Tellement c'est bien équilibré, c'est vraiment un régal. Merci Jean-Pierre. Et en guise de conclusion, il ne me reste plus qu'à vous inciter à aller voir l'une ou l'autre épreuve d'autocross ici dans les Fourrons ou ailleurs. Je peux vous dire que s'il fait beau, c'est très agréable. Et s'il pleut, on peut toujours se dire qu'un bon bain de boue reste salutaire. Pour clôturer cette émission, retour en Belgique où le circuit de Zolder accueillait les World Series Nissan, mais aussi et surtout la 2e manche du Belcar. Après un premier rendez-vous à rebondissement profitable au GLPK Racing, la concurrence avait soif de revanche pour ce 2e acte au Limbourg. Et parmi les favoris de Vincent Franssen figurait une certaine Chevrolet Corvette C5R. Pour son 2e affrontement de l'année, le Belcar a une nouvelle fois planté ses tréteaux sur le circuit de Zolder. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est la Chevrolet Corvette C5R de Margot Sens et Franz Lamotte qui tirait la première en décrochant la pole position lors des essais qualificatifs. Dans le clan C de Slag, la joie était pourtant de courte durée. Lamotte envoyait la belle américaine dans le mur lors du warm-up dominical, ce qui allait contraindre la Corvette à s'élancer depuis la pit lane. Autre chasseur de pole, Anthony Kumpen tentait le tout pour finalement échouer sur la 2e ligne de la grille de départ.
Week-end difficile pour le Limbourgeois qui s'offrait plusieurs allers-retours entre Zolder et les essais préliminaires du Mans. On a raté aucun vol, aucun avion, c'était très bien, mais c'est quand même un peu serré et c'est dur, c'est pas pour faire tous les week-ends. Se retrouvant seul en première ligne, Frédéric Bouvy prenait un départ parfait, emmenant dans son sillage un spectaculaire trio de Chrysler Viper GTSR qui ne pouvait que constater la supériorité de la Porsche 996 GT2 PSI de l'écurie GT Endurance. Les ennuis ne tardaient d'ailleurs pas pour la Viper Car Sport Holland de David Hart et Mike Ezemans qui effectuaient plusieurs apparitions dans la pit lane avant de renoncer, boîte de vitesse cassée. À l'avant du peloton, la hiérarchie était limpide, Fred Bouvy poursuivant son one-man show, comptant même une trentaine de secondes d'avance au moment de céder le relais à Vincent Voss. Derrière la Porsche, les Viper GTSR complétaient le podium provisoire, Bert Longin et Anthony Kumpen, les lauréats de la première manche, conservant l'avantage sur Pertti Kuismanen et Karl Lazenbichler. Moins de chance par contre pour l'autre Porsche 996 GT2 PSI, Marcus Paltala quittant la pit lane avec une roue mal serrée qui l'obligeait à un nouvel arrêt. Dans la catégorie silhouette, Vincent Radermaeker et Olivier Montjens menaient les débats avec la Ford Mondeo, mais un mauvais choix de pneus compliquait sérieusement la tâche des deux pilotes qui échouaient sur la deuxième marche du podium. Guère plus de réussite pour la M3 silhouette de Steve Van Bellingen, handicapé par une puissance moindre, mais aussi par l'une ou l'autre petite faute. Il n'en fallait pas plus à la Jaguar X-Type silhouette de Marc Duet et Martial Chouvel pour décrocher sa première victoire en Division 3, l'Ardennais volant ayant misé sur les bonnes enveloppes. Quand on gagne, ça se passe toujours bien, mais c'était bien sympa, beaucoup de spectacles sur la route. On avait fait un choix de gomme, je pense, assez raffiné, et ça a payé. Donc en début de course, c'était un peu juste, mais après, ça s'est avéré payant. Dans la classe GTB, la gilet Vertigo de Sébastien Hugeux et Renaud Cupens dominaient rageusement le début de course, avant de laisser filer la 996 GT3 RS de Christian Lefort et Yves Lambert. Ces derniers remportaient une deuxième victoire, de quoi en faire les nouvelles références de la catégorie. On n'est pas encore quand même très habitué parce que finalement on n'a jamais vécu ça, mais bon, on ne va surtout rien changer, on va essayer de continuer comme nous faisons actuellement, on verra. À l'avant du peloton, la remontée de la Chevrolet de la Montego Sen s'était interrompue par de nouveaux ennuis mécaniques, empêchant le bolide de concrétiser par un résultat de choix. Même si elle ne constitue plus la référence au niveau national, les Viper GTSR ont encore des ressources, de quoi permettre à Kuismanen, Lazenbichler et Kumpen-Longin de gravir les deux plus petites marches du podium. Mais rien ni personne n'a pu venir à bout de la Porsche 996 GT2 de l'écurie GT Endurance. Vincent Voss poursuivant l'œuvre de Fred Bouvy pour remporter une victoire aussi indiscutable que méritée qui relance complètement le championnat. On a beaucoup travaillé et sans être modeste, mais j'avais un petit peu, je pouvais encore un peu plus à s'attaquer, mais bon, on a quand même maintenant 650 chevaux, la puissance en fin de relais, les pneus, il faut les préserver, donc je crois que c'est une très bonne course, parfait, il n'y a pas eu de souci, la voiture nickel. PSI a vraiment fait un travail fantastique à ce niveau-là, la voiture a vraiment marché tout au long du week-end, avec une préparation excellente, et un grand merci à Christian Schumacher. Pour être complet, on signalera encore la victoire en classe TB et la 3e place en tourisme de Jacques Morlet et Jonathan Moury, dont il convient de saluer le jusqu'au boutisme. Ça fait vraiment plaisir, les mécanos ont fait un boulot formidable. Ils ont travaillé jusqu'à très tard le soir, voire tôt le matin le samedi. Donc ils ont fait un boulot exceptionnel parce qu'on était vraiment à la ramasse jeudi, vendredi. Donc ça c'est vraiment très bien. Prochaine manche du Belcar à Francorchamps, mais sur 4 heures cette fois, dans le cadre de Spa Euro-Race. 4 heures Belgique. Le week-end dernier, sur le circuit de Zolder, le Mini Cooper Challenge a poursuivi son petit bonhomme de chemin, avec au programme de joutes animées qui ont permis aux favoris de la compétition de s'en donner à cœur joie. Sébastien Hugeux profitait ainsi d'un imbroglio au premier virage de la manche initiale entre François Verbist et Frédéric Bouvy pour s'imposer. La deuxième manche était par contre frappée du saut de la jeunesse, Maxime Soulet devançant François Verbist au terme des 12 tours de course. Le pilote de Formule Renault 1600 s'impose donc comme l'un des candidats à la couronne. Prochain rendez-vous des Minis sur le circuit hollandais d'Assen à la fin mai. 2 semaines après le triomphe de Valentino Rossi sur le circuit de Welcome en Afrique du Sud, le MotoGP va poursuivre sur son élan ce prochain week-end à l'occasion du Grand Prix de Jerez de la Frontera en terre espagnole. Et cette fois, on peut compter sur Seti Gibernau qui évoluera à domicile et Max Biaggi pour tenter de rendre à Honda son lustre de la saison dernière.
En compagnie de Didier de Radiguez, ne manquez pas une miette du MotoGP à Jerez dans l'émission Motoclub que vous retrouverez ce dimanche sur Club RTL dès 13h30 avec un direct intégral de la course à 14h. Et voilà, c'en est déjà terminé de ce moteur au grand air. La semaine prochaine, nous serons à Francorchamps, histoire de plonger au cœur d'un événement international, les Porsche Days. Inconditionnel de la marque allemande, cette émission vous sera dédiée. Il sera aussi question du Mini Challenge, du Rallye de Wallonie, de MotoGP, de TCC et de Porsche Super Cup. Bref, un menu 5 étoiles. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite et entre-temps, amusez-vous bien.